de monter sur le fauteuil. Oui, partir. Voilà, merci d'être venu et d'être resté justement, comme disait Anne-Lisande, directrice de ce magnifique endroit, le Théâtre Populaire Roman. Merci à vous, les invités et les participants, intervenantes et intervenants, pour cette discussion que nous aimerions avoir autour du spectacle Sils Kaboul. Et puis peut-être, juste pour commencer, ça va être vraiment, l'idée c'est d'échanger, de discuter, de partager, déjà avec peut-être vous, Anne, puisque le thème de cette discussion que nous aimerions avoir, c'est partir, rester. Que faut-il faire quand on devient d'une certaine manière incompatible avec le monde dans lequel nous vivons? Pourquoi ce thème? Pourquoi vous avez eu besoin de mettre un peu, pas seulement en filigrane, mais un thème assez présent dans votre spectacle Sils Kaboul, cette idée de partir, de rester, enfin toute cette ambiguïté autour de ça? Alors, plusieurs choses. En fait, Sils Kaboul fait partie d'une trilogie imaginaire entre trois spectacles, donc réunis dans le projet Les Belles Complications, qui est un projet initié cette année avec l'idée de rendre hommage à travers le temps à ce qui a fondé le théâtre populaire roman, à savoir l'idée de la troupe et de la permanence des artistes dans le théâtre. Et j'ai souhaité, pour cette deuxième saison ici, au TPR, faire un écho avec cette histoire fabuleuse du TPR qui nous porte toujours, et imaginer non pas reconstituer une troupe, parce que ce serait très compliqué aujourd'hui, c'est pas dans l'air du temps pour l'instant en tout cas, même si beaucoup de professionnels y pensent petit à petit, parce qu'il y a quelque chose qui peut-être s'essouffle dans le modèle qui est le nôtre aujourd'hui, de compagnies indépendantes qui montent un spectacle, puis qui ensuite remontent une production, etc. Il y a quelque chose qui s'essouffle dans ce modèle sans doute, et puis il y a aussi ce paradoxe incroyable, c'est qu'il y a de moins en moins d'artistes en fait dans les théâtres, c'est-à-dire qu'ils ne font que passer. Et les théâtres appartiennent finalement aux techniciens et aux administratifs. Ils sont évidemment absolument nécessaires, mais sans les artistes, évidemment, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc l'idée, c'est vraiment de dire non, voyons comment on peut faire en sorte que le théâtre vive en son sein, dans son cœur, par la présence des artistes. Donc, pendant 6 mois, un collectif d'acteurs, scénographes, éclairagistes, chorégraphes travaillent ensemble ici, donc depuis août jusqu'en février prochain, à monter 3 spectacles simultanément. C'est-à-dire que c'est pas l'un après l'autre, c'est vraiment ensemble. Les comédiennes de Sils Kaboul travaillent d'ores et déjà sur une Énéide de Sandra Amodio et sur les aventures de Huckleberry Finn que présentera Yvan Ries en janvier. Et il se trouve que, au départ, lorsque j'ai invité les deux metteurs en scène, Sandra Amodio et Yvan Ries, à participer à ce projet, je n'avais pas vraiment d'idée préconçue sur un thème, mais il se trouve que leurs 2 projets traitaient une Énéide, évidemment, et puis les aventures de Huckleberry Finn, d'épopées, de déplacement, d'exil, de fuite, etc. Donc, j'ai voulu, moi, finalement compléter un petit peu ce trio, et je suis revenue donc à d'Anciennes Amours, qui était tout l'univers d'Anne-Marie Schwarzenbach, et évidemment d'Ella Maillard. Ensuite, je dirais, pour répondre aussi à cette question, que dans mon parcours, je me rends compte avec un peu de recul qu'il y a quand même un thème récurrent, qui est celui de l'émancipation, qui est celui de l'affranchissement, qui est celui de trouver une manière de rompre avec ces chaînes. Et voilà, Anne-Marie Schwarzenbach dit 2 fois dans le spectacle, partir, c'est la seule liberté qui nous reste. Et voilà, je pense que c'est effectivement, pour ces 2 femmes, ça a été partir sur les routes, découvrir, ça a été synonyme de liberté. Justement, je me permets de vous faire réagir. Pierre Sandivre, vous êtes ethnologue, vous êtes un femme, vous et votre femme, Micheline Sandivre, vous connaissez extrêmement bien, vous êtes des spécialistes, on dit, de l'Afghanistan. Mais pour rester un peu dans ce contexte, en fait, de cette histoire de partir, c'est la seule liberté qui nous reste, c'est un peu l'idée centrale qui a incité en fait à Maison de faire aussi cette mise en scène, de se
voyage Sils-Kaboul. Est-ce que, pensez-vous, est-ce que vous avez retrouvé un peu dans cette pièce que vous avez vue, cette idée de liberté, le départ comme une forme de liberté? Ah oui, bien sûr. La pièce est sur ce plan très fidèle au livre de la Maya, au livre d'Anne-Marie Schwarzenbach. Et ce désir, cette nécessité de partir est tout à fait présente, ainsi que le débat entre faut-il vraiment, au moment où brûle, s'apprête à éclater la guerre en Europe, au moment où la vie en Europe représente tous les dangers d'un conflit imminent, faut-il partir, faut-il rester, faut-il participer au malheur de son époque et de son temps, ou faut-il au contraire chercher la paix ou les solutions ailleurs? Et là, je veux dire que Mme Bizang a parfaitement tenu son pari. Chez son livre, justement, est-ce que vous pensez que dans cette pièce, qui reste fidèle, bien sûr, au récit de voyage, d'une part Anne-Marie Schwarzenbach, d'autre part Ella Maya, est-ce que ces deux femmes étaient dans le même type de démarche, dans ce besoin de partir, de laisser derrière, comme le dit Pierre son livre, cette Europe qui est au bord de la Deuxième Guerre mondiale 1939. Même démarche pour les femmes. Les démarches sont, à mon avis, tout à fait différentes. D'abord, Ella Maya a déjà beaucoup voyagé, donc au fond, à la limite, elle fait un nouveau voyage. Elle fait un nouveau voyage où elle cherche toujours quelque chose, mais elle a travaillé, elle a fait des voyages de la Chine jusqu'à l'Asie centrale, elle a été en Asie centrale, elle est allée en Russie. Il y a déjà un certain nombre d'années qu'elle voyage, donc elle ne cherche pas la même chose que Anne-Marie Schwarzenbach. Anne-Marie Schwarzenbach, elle cherche à se fuir elle-même. Je crois qu'il n'est pas besoin de le rappeler qu'elle était adepte de l'héroïne, des drogues, et qu'elle avait déjà dû essayer à plusieurs reprises dans des hôpitaux, dans des cliniques, de s'échapper à cette drogue. Donc elle va chercher autre chose, elle va chercher à se fuir elle-même. Tandis qu'Ella Maya ne cherche pas à se fuir elle-même, elle cherche quelque chose, mais pas ni en elle-même, ni en dehors d'elle-même, elle cherche simplement, c'est peut-être beaucoup dire, une sorte de nouveauté de voyage. Et c'est la raison pour laquelle, dans la pièce de théâtre que j'ai beaucoup appréciée et qui m'a rappelé beaucoup de choses, ces deux femmes ne parlent pas du tout sur le même plan. D'ailleurs, elles ne se dialoguent pas. Elles mènent chacune leur quête, mais individuellement. Anne Bizang, elle ne se parle pas du tout, effectivement. Enfin, pas sur le même plan, je veux dire. C'est pas qu'elle ne se parle pas du tout, mais c'est pas du tout au même niveau, vu que c'est une démarche différente. Oui, je pense qu'il y a quand même de temps en temps des endroits où elles se retrouvent, parce qu'au fond, malgré tout, c'est quand même deux femmes, j'ai ce sentiment, qui ne sont pas solubles dans leur pays. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui faut qu'elles se reconnaissent assez vite. Et d'ailleurs, elles se reconnaissent même avant de s'être vues, hein, parce que je crois que la première rencontre, elle est au fond par des amis interposés qui parlent l'une de l'autre et qui disent vous devriez vous rencontrer, quoi, quelque chose comme ça. Et d'emblée, elles sont quand même attirées par la rencontre de l'autre. Donc il y a quand même quelque chose, je pense qu'elles reconnaissent chez l'une, chez l'autre, cette marginalité différente, très très différente, effectivement, dans une époque qui peut-être rencontrait moins de femmes libres, totalement émancipées que peut-être aujourd'hui. Je vois Dominique Grandet qui est impatiente juste pour celles et ceux qui sont présents. Je sens que vous êtes impatients d'intervenir. Vous êtes aussi biographe, Anne-Marie Schwarzenbach. Vous avez traduit beaucoup de ses ouvrages d'allemand en français. Vous ressentez ce besoin de rencontre, en fait, cette rencontre qui a d'abord été d'une certaine manière organisée par des amis communs et oui, je voulais rebondir sur l'idée de rester et partir, parce que je crois que c'est vraiment très très complexe. Anne-Marie Schwarzenbach, vous dites qu'elle veut se fuir elle-même. Bon, elle est prise dans des problèmes de morphinomanie, mais surtout elle est en quête d'elle-même. Elle est en quête d'elle-même et elle essaie de se trouver
dans un ailleurs qui n'est pas la Suisse. Bon. Mais en même temps, elle part, mais elle aurait aimé rester. Elle est toujours prise dans ce double mouvement contradictoire. Elle se voit au volant de sa Ford en Afghanistan et elle se dit mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je ne suis pas restée en Suisse? Parce qu'en Suisse, en ce moment, bon, il y a mes parents, il y a et puis il y a le monde qui est en train d'exploser. Et ma place, c'est là-bas. D'ailleurs, elle finira par repartir alors que Ena Maya restera, enfin, en Orient. Donc, on voit cette double démarche qui est alors partir pour aller en quête de quelque chose qui est elle-même et qui est le sens de la vie, au fond. Le sens de la condition humaine. Qu'est-ce que c'est que les hommes? Comment vit-on? Comment vit l'homme avec un grand H? Elle sait comment on vit en Occident, mais elle essaye de trouver, elle espère trouver des modes, et elle a aussi, des modes de vie originels. Elle est historienne, archéologue, et l'Afghanistan, pour elle deux, représente peut-être l'humanité à ses débuts. Retrouver, comme disait Anne-Marie Schwarzenbach, les sources de la vie, l'humanité à ses origines. L'humanité non pervertie par les différentes choses que sont par exemple la technique ou son attitude, mais va trouver quelque chose, la pureté. C'est un mot, la pureté, qui revient très souvent dans l'œuvre d'Anne-Marie Schwarzenbach. La pureté, voilà, c'est un mot-clé qui vient d'être dit. Fanny Guay, vous êtes doctorante, vous faites un travail en fait sur Ena Maya. Vous disiez que vous avez lu, vous avez plongé en fait dans les archives d'Ena Maya. C'est du genre, c'est quoi? C'est 10 mètres carrés de manuscrits plus. Bon, juste pour revenir à cette quête de pureté, est-ce que Ena Maya, elle se retrouve dans cette même démarche, vous qui avez étudié les échanges en fait, entre les deux femmes? C'est le point de rencontre entre ces deux femmes, c'est cette quête de sens. Même si au moment du départ vers l'Afghanistan, il y a des différences entre les deux, il y a une différence d'âge aussi qui est notable. Ena Maya est un peu plus âgée. Elle a déjà vécu 5 ans quand on est une femme à ces années-là, ça compte. Mais la quête, toutes les deux cherchent un idéal. C'est pas forcément le même, c'est pas le même chemin qu'elles vont mener, mais elles sont toutes les deux en train de chercher quelque chose en Inde. La pureté, Ena Maya, je pense qu'elle utilisera davantage le mot d'authenticité que de pureté dans ses textes à elle. Mais c'est cette quête, une quête d'une forme d'absolu. Et qui oppose l'Occident matérialiste à l'Orient rêvé, qui est un discours qui est en fait très très ancien de cet Orient dans lequel on projette beaucoup de choses, déjà au temps des Grecs de la Grèce ancienne. L'Orient, c'est le pays de l'origine, des sources de la religion. Et l'Orient, c'est une zone qui est difficile à définir et qui se déplace, donc l'Afghanistan, l'Inde, d'autres zones. Et c'est le berceau de l'humanité. Voilà, quête de sens. Micheline, son livre, je vous ai vu réagir à ce qui vient d'être dit. Vous êtes d'accord avec cette idée de quête de sens? C'est peut-être ça le point commun entre les deux femmes. Oui, c'est pour moi le sens commun, mais moi je pense que ça se base sur une sorte de mythe. Parce qu'au fond, quand on va voir les choses de plus près, on voit que ça ne correspond pas tout à fait à une réalité vécue. Alors évidemment, ces deux femmes ont fait un long voyage, elles ont circulé pendant près de 2 mois ensemble. Donc, à mon avis, cette idée qu'elles avaient au départ, à mon point de vue, aurait dû se modifier au fur et à mesure du voyage. Elles ont été face à la réalité. Mais ça n'a pas été le cas. Elles sont restées avec cette image qu'elles avaient forgée et qui transparaît dans leur Mais c'est intéressant de se modifier, mais comment en fait? Mais écoutez, quand on voyage et qu'on est face à un certain nombre de problèmes sur la route ou face à des gens et qu'on les voit vivre, moi j'ai l'impression, c'est disons ce qui nous arrive en tant qu'ethnologue, c'est qu'on peut avoir une idée préconçue, mais évidemment cette idée se modifie au fur et à mesure de la quête, de la recherche, du travail, du quotidien. L'expérience transformatrice. Oui. Moi j'ai eu l'impression, mais c'est peut-être pas le cas de Madame Mirmont ou de Madame Bizarre, moi j'ai eu l'impression que cette
ce changement n'est pas visible, n'est pas apparent dans leur récit. Dominique, est-ce que vous avez cette impression que c'est un voyage qui les a... C'est pas une question de ne pas toucher, mais que ça n'a pas été une expérience transformatrice. Je pense que ça a été vraiment une expérience transformatrice. Non, c'est-à-dire, si vous voulez, Anna Schwarzenbach, elle fait des reportages, elle observe la réalité. Alors, il y a la réalité du vécu quotidien, disons. Hein. Elles sont dans le désert, un no man's land, pendant des kilomètres, elles ne voient personne, il n'y a que ces montagnes qui sont comme pliées par les mouvements. Bon, et il n'y a personne, elles sont seules. Elles n'ont pas peur. À l'époque, Anna Maillard l'a souvent répété, il n'y avait pas de danger pour deux femmes à être en Afghanistan. Ça a beaucoup changé. Et puis, elles arrivent dans un village, les hommes apparaissent, voient ces deux femmes seules, et ils n'ont qu'une envie, c'est de les protéger. Les emmènent chez le maire du village, où elles sont reçues avec le pilaf. L'hospitalité est remarquable, même dans des coins encore plus déshérités. Elles sont sous un soleil de plomb, elles voient un paysan qui vient vers elles et qui n'a rien, sauf dans son jardin quelques melons qu'il leur apporte. C'est le cadeau royal qu'il peut leur faire. Elles sont touchées de cela, de ces contacts, de cette hospitalité, de ces contacts tellement naturels, tellement humains. Bon, alors ça c'est la réalité qu'elles ont vécue dans le désert, on va dire, au cours de la route qui est véritablement un abîme de solitude. Quand elles arrivent à Kaboul, évidemment c'est différent. Quand elles arrivent dans une vallée où il y a une usine qui va s'installer, là la réflexion s'installe sur qu'est-ce que va devenir ce pays. Et Marie Schwarzenbach envoie au quotidien suisse, des articles extrêmement documentés sur la réalité de l'Afghanistan et qui vient de la pauvreté et d'un véritable problème. Il va falloir que l'Afghanistan fasse des efforts pour que les gens vivent décemment. Elle est consciente de cela. Pierre, son livre, je sens un peu dubitatif par rapport à ça, parce que je sais quand on a préparé un peu cet échange, vous disiez que le choix même de l'Afghanistan, vous disiez, on relie en fait ce que Ella Maillard a écrit, c'est plutôt un pays rêvé, c'est plutôt quelque chose qui tient plus au mythe qu'à la réalité dont parle Dominique. Oui, je crois probablement. D'ailleurs, cet Afghanistan comme mythe, c'est un des charmes du livre. C'est une construction qui est fort bien énoncée, avec un grand talent littéraire, d'un pays libre, d'un pays harmonieux. L'harmonie est un mot qui revient souvent. Un pays où vivent des hommes beaux, libres et joyeux. Un pays de nomades, un pays où tout peut surgir du désert. En fait, Ella Maillard, elle s'est préparée avant de l'Afghanistan. Elle était voir les spécialistes d'Afghanistan à Paris, à Berlin, l'ethnologue Rivet, le linguiste Ehrlich, etc., etc. Mais je crois qu'elle n'est pas préparée à rencontrer les Afghans. D'abord, elle ne parle pas un mot de personne. Si je crois qu'elle sait dire bonjour, parce que le mot apparaît vers la fin du livre, et elle sait dire quelques mots, mais ainsi de rien. Donc le contact qu'elle a avec ce magnifique pays, c'est soit avec des gouverneurs de province qui savent quelques mots d'allemand ou de russe ou d'anglais, soit avec des experts étrangers, allemands en particulier, qui sont très abondants en Afghanistan. Ça correspond d'ailleurs aussi à une stratégie politique, cette présence allemande, soit avec des Allemands qui ont épousé de la France. Donc c'est une construction mythique, fort bien dénoncée, mais Qu'est-ce qui manque selon vous? Ce qui manque peut-être, c'est d'avoir fait un séjour un peu plus long en Afghanistan, c'est d'avoir des doutes plus prononcés. Je pense que ce qui manque, c'est que Ella Anne-Marie aurait pu se dire, mais est-ce que c'est vraiment un pays de nomades libres et heureux? Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne? Alors en fait, comme ce sont des voyageuses expertes, elles remarquent qu'il y a de la pauvreté. Elles sont sensibles au sort des femmes, mais il n'en sort pas une remise en question pas vraiment une remise en question du mythe. Juste un mot encore,
on parle de désert, et Anne-Marie, aussi bien qu'Ella, parle souvent du désert. On traverse des contrées désertiques, tout à coup des tentes surgissent dans le désert. Il n'y a pas de désert. Il y a des déserts en Afghanistan, dans le sud. Mais la route suivie par Ella et Anne-Marie et Christina, c'est une route sur des pistes de parfois difficiles, parfois montagneuses, mais il n'y a pas de désert. C'est-à-dire que sitôt que vous avez comme chaque année un peu de pluie, ces collines sont verdoyantes et couvertes de troupeaux, c'est qu'il y a un village quand même, tous les quelques dizaines de kilomètres, c'est que ce n'est pas le pays de la soif. De même les nomades dont on décrit, dont on fait un portrait idyllique, même à l'époque de la Maillard, qui représentait un peu moins de 10% de la population. L'Afghanistan n'est pas et n'était pas un pays de nomades, mais un pays où se trouvaient des nomades, qui avaient d'ailleurs des problèmes avec le gouvernement, avec d'autres nomades, avec eux-mêmes. Donc, l'idée, juste pour rebondir à ce que Pierre Sanlivre vient de dire, c'est peut-être ce regard moins, le regard moins d'une ethnologue, enfin, c'est plus une image, on peut rêver, imaginer un pays qu'elle ne vit pas de cette manière, c'est-à-dire d'être un tout petit peu plus en contact avec la matière, elle reste presque un peu en retrait. Est-ce que vous avez ressenti, vous avez le même sentiment? Oui, j'ai ce sentiment-là. C'est des touristes, pardon. Oui, c'est le terme que j'ai utilisé dans la discussion préparatoire pour secouer un peu. C'est de la pauvre, on est d'accord. Voilà, le mot touriste, tout de suite, il y a une connotation négative. Mais en même temps, c'était pour dire qu'elles ne font que passer, elles ne font que traverser. Bien sûr qu'elles ont des contacts, elles ont des rencontres, elles ont des moments de voyage qui sont forts, mais elles sont sur la route et ce qu'elles cherchent, c'est autre chose, à mon avis. Et, elles cherchent un sens à leur propre vie. Elles cherchent un sens à leur souffrance, peut-être. Elles cherchent... Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles sont là au milieu du siècle. Ce siècle qui est en train de se transformer radicalement. Pour le cas d'Ella Maillard, elle a voyagé. Elle écrit par nécessité. On peut utiliser le terme l'expression de Sandra, c'est une vie de bagne. Elle n'aime pas ça. L'écriture, c'est pas son premier choix, au contraire d'Anne-Marie. Et elle sait aussi qu'avec cette guerre, avec ce monde qui change, ça ne va plus être possible de vivre comme elle l'a fait jusqu'à présent. Donc elles sont vraiment, je pense qu'elles sont toutes les deux à un moment dans leur vie qui est difficile. C'est un moment de choix sans savoir où aller. L'Orient est rêvé et imaginé, mais du coup c'est la route qu'elles empruntent. Et en fait, dans le cas d'Ella Maillard, c'est le début du voyage intérieur. C'est le début d'un autre type de voyage. Et c'est le début. Cette aventure à deux. Juste alors, Anne-Lison, comment vous avez géré justement cette dimension du voyage intérieur quand vous avez mis en scène, ça c'est une chose qui est extrêmement, c'est un exercice extrêmement périlleux, que de pouvoir mettre en scène des récits de voyage, donc on n'est pas forcément dans le dialogue, dans le partage sur scène, mais c'est vraiment des regards différents. Comment vous avez-vous tenter de résoudre d'une certaine manière, et techniquement et artistiquement, ce voyage intérieur, surtout, dont on parle? Donc, je vais d'abord dire que j'ai travaillé avec Karine Courajou, qui est là, qui est la dramaturge et qui a fait le premier grand canevas de scénario, au fond, pour raconter ce voyage à travers les différents textes d'Anne Maillard et d'Anne Schwarzenbach. Moi, je me suis toujours souvenu que le livre d'origine en anglais s'appelait The Double Journey, c'est-à-dire le voyage, et qu'il y avait donc déjà contenu évidemment dans la voix cruelle l'idée de ce voyage intérieur. Et je dirais qu'avec Karine Courajou aussi, on s'est dit, il y a le récit, il est là, mais il y a quelque chose qui n'est pas moins dit sous le texte, qui doit se raconter dans les silences, dans les regards, dans les... voilà, donc le miroir, évidemment, il n'est pas pour rien dans la scénographie, parce qu'il y a aussi, évidemment, dans ce voyage intérieur, une quête de soi, une question, enfin, une quête d'identité à travers l'autre. Et je pense que, je partais du principe que Ella Maillard trouvait dans Anne Schwarzenbach peut-être une part d'elle-même qu'elle n'avait peut-être pas assez encore introspectée, mais qui était peut-être une
part plus sombre, une part plus douloureuse, qui, à mon sens, elle va finir par affronter et quitter, en fait, à la fin du voyage. Dominique Renté est la Maya qui est aussi une sorte de mentor pour Anne-Marie Schwarzenbach. Pas seulement ce que disait Anne-Lisant, c'est-à-dire que Anne-Marie Schwarzenbach, une partie, ça faisait un peu partie, elle retrouvait dans Anne-Marie ce côté un peu sombre, mais il y avait aussi une relation entre ces deux femmes, de mentor. Oui, disons que Anne-Marie Schwarzenbach trouve en Ella Maillart une femme forte, puisqu'elle n'est pas, comme elle a trouvé une femme forte chez sa mère et chez Erika Mann, par exemple. Donc elle est plutôt attirée vers ce type de femme auquel il se remet, d'une certaine façon, qu'elle remet son sort. Elle sort, en l'occurrence, de Sainte-Cure de désintoxication en 1938, et il faut qu'elle retrouve un nouveau souffle, qu'elle trouve quelqu'un qui puisse l'aider à se sortir de cet enfer de la morphine. Et justement, elle se trouve là dans cette idée commune du voyage lié au fait qu'elle va avoir une voiture, et qu'Ella Maillart, qui a fait en 1937, je crois que c'est en 1937, le voyage déjà en Afghanistan, mais par la côte du Sud, va pouvoir, elle dit c'est la voiture idéale, elle devrait le faire par le Nord. Elle l'a fait par Herat, c'est ça, avant, et là, elle va faire par Mazar-e-Sharif. Et voilà, ce projet commun naît de cette façon-là, et à la fois pour Anne-Marie, l'espoir de sortir de la drogue, de trouver un chemin, de pouvoir trouver d'autres accroches, disons, dans la vie, de trouver aussi un thème, enfin un pays qui puisse l'inspirer pour ses livres. Et ce sujet fait une explication, mais Anne-Marie Schwarzenbach, pendant ce voyage, ne fait pas un livre. Elle signe un contrat avec les éditions allemandes pour les 40 colonnes du souvenir. C'est le livre poétique, disons, c'est une expérience lyrique pure. Et puis, elle a des contrats avec des journaux pour envoyer des articles écrits au jour le jour. Des articles très documentés, elle est historienne, elle est intelligente, elle sait énormément de choses, elle assimile très vite des connaissances d'histoire, de géographie, de sociopolitique, tout ça, c'est dans cet article. C'est pour qu'elle a publié plus de 300 articles dans sa courte vie. Donc voilà, donc il y a ça, et puis alors, par rapport à la drogue, Ella Maillart qui, elle, pense qu'elle va arriver à la sauver de la drogue. Il y a aussi ce mouvement, les autres n'ont pas su le faire, moi je veux le soir. Micheline Sandrine, justement, une réaction pour rester un peu dans la relation entre les deux femmes lors de ce voyage. Justement, il y a Rémi Grintet qui nous parle un peu de ce côté où Ella Maillart, elle tente, mais presque désespérément, hein, on le voit aussi dans la pièce un disant où elle essaie désespérément de sortir en fait Anne-Marie Schwarzenbach de cette histoire, elle n'y arrive pas. Quelle relation entre les deux femmes? Est-ce que, par exemple, quand vous avez rencontré la Maillart, est-ce qu'elle vous a raconté, elle vous a dit des choses? Elle nous en a jamais parlé. On l'a rencontrée à plusieurs reprises, à Chandelin, à Genève, à Neuchâtel. C'était déjà une dame d'un certain âge, et pour laquelle ce voyage était quelque chose d'aussi lointain. Elle a quand même eu toute cette expérience ensuite en Inde, et je ne veux pas dire recouvert un peu ce voyage, mais en fait, disons, elle a fait d'autres expériences d'ici là. Donc, elle ne nous en a pas parlé, on a parlé d'autres choses, on a surtout parlé d'Afghanistan, parce qu'on y a beaucoup été depuis les années 60. Donc, je voudrais juste redire, c'est que, à part, en dehors de cette quête et de cette espèce de cette recherche qu'elles avaient chacune d'elles-mêmes et de compréhension l'une de l'autre, il y avait la difficulté du voyage. Il faut aussi penser à ça. Elles ont une voiture solide. Et moi, j'ai fait cette route quelques années après elles, et je peux vous dire que c'était une route qui demandait un sacré effort, et qui demandait de la part d'Anne-Marie Schwarzenbach, qui était la seule à conduire, sauf erreur, un très très grand effort. Elle avait d'ailleurs appris elle-même à réparer, à dépanner, parce que la plupart, je pense, des garagistes qu'on peut éventuellement, les forgerons que nous rencontrons en Afghanistan, n'étaient pas vraiment tout à fait habitués à la force qu'elles avaient avec elles. Donc, la route était très mauvaise. En principe, il y avait presque plus de route journée, à part un tout petit bout vers Téhéran à partir de Belgrade. Les routes étaient vraiment en très très mauvais état. Donc, je pense qu'il y a, en plus de la relation qu'elles avaient entre elles, il y avait également une relation au voyage lui-même.
À la route, à la voiture, on entend qu'il faut chercher tous les jours à se loger, même si elle campait assez souvent. Il faut quand même avoir il faut se sustenter, il faut retrouver de l'essence. Moi, je pense à toutes ces toutes petites choses qui peuvent arriver comme une sorte de grain de sable, même dans le moteur, le numéro D. Oui, juste une chose. Il me vient maintenant à l'esprit une brève conversation que j'avais eue avec elle Maillard à Chandelin. Et elle me fait part comme d'une objection que certains de ses lecteurs anglais, le livre a paru d'abord en anglais, sur son ouvrage, en disant que Anne-Marie Schwarzenbach tenait trop de place. Le problème psychologique de la régénérescence souhaitée d'Anne-Marie Schwarzenbach vers la porte et de femmes prenait trop de place. Certains de ses lecteurs anglais s'attendaient à avoir un livre d'exploration et de voyage, comme elle en a écrit d'autres, comme les Anglais, les éditeurs anglais lui avaient demandé, elle appréciait. Bon, bien entendu, mon avis personnel est tout à fait différent. Je suis tout à fait du côté d'Anne Dylan quand elle met au centre cette relation entre les deux femmes et l'ambiguïté rester partir. Cela dit, c'est vrai que sans doute certains ont lu ce livre comme ou ont souhaité le lire comme un livre de voyage, d'exploration, de voyage difficile. Et c'est vrai que c'est un voyage difficile. Juste peut-être, c'est peut-être le moment de faire réagir aussi Sylvia Musique. Vous êtes conservatrice du musée d'histoire, de la Chaux-de-Fonds, et puis cette idée de rester partir, cette ambiguïté, vous allez organiser, en fait, vous allez mettre en place une exposition, ça bouge dans les montagnes. Certes, c'est beaucoup plus local comme démarche. L'exposition, dis-nous peut-être en quelques mots encore aussi cette expo, parce que c'est effectivement lié au voyage, mais au sens plus large. Alors oui, le musée d'histoire, en collaboration avec les archives de la vie ordinaire, qui sont basées à Neuchâtel, va mettre sur pied à partir de ce printemps une exposition qui va regarder à la fois qui sont ces habitants des montagnes neuchâteloises qui sont partis, certains avec une décision tout à fait volontaire aussi, peut-être porteurs d'une mission. Je pense à des scientifiques, à des évangélistes, parce qu'on avait une génération aussi de calvinistes extrêmement convaincus qui avaient prêché la bonne parole, notamment en Afrique, mais aussi des gens, et là je pense que c'est aussi un aspect du voyage, qui sont des gens qui n'ont plus rien à perdre, c'est-à-dire pour qui la décision de partir est presque la seule issue qui s'impose. Alors je vais prendre deux cas qui sont très terre-à-terre, mais qui illustrent bien cette problématique. Tout d'abord, un agriculteur des Éclatures qui, lui, ne voit plus d'issue dans sa situation économique ici dans la région et qui saisit l'occasion d'aller convoyer des vaches jusqu'en Grèce. Et il va y rester quelque temps, il va y rencontrer sa future femme, qui est aussi une paysanne grecque, illettrée, qui évidemment ne parle pas le français. Il va la ramener aux Éclatures et cette femme va devoir s'intégrer dans cette communauté de châteloises aux alentours aussi de la Deuxième Guerre mondiale. Et chose extraordinaire, cette femme va raconter sa vie à sa fille qui va rédiger elle-même un journal, et c'est par le biais de ce journal conservé dans les archives de la vie ordinaire qu'on connaît ce périple. Et puis il y a aussi de temps en temps des dimensions personnelles qui s'ajoutent au rôle économique de l'émigration. Par exemple, un horloger chaudefonnier, avant la Deuxième Guerre mondiale, qui part s'installer en Argentine. Il ouvre un commerce d'horlogerie de bijouterie qui va être ensuite repris par ses descendants. Mais en fait, lui avait aussi une arrière-pensée personnelle, puisque ça lui permet de quitter son épouse légitime à la Chaux-de-Fonds et de faire venir celle qui était son amante ou sa maîtresse, de la faire venir en Argentine et ainsi d'échapper comme ça aux rigueurs de la vie sociale. Et puis, il y a aussi toute une exportation, je dirais, intellectuelle, puisque les Neuchâteloises, notamment, étaient nombreuses à servir de préceptrices, notamment en Russie, en Angleterre, et on a une vision peut-être un peu idyllique de ces préceptrices. C'est vrai que certaines avaient la chance de côtoyer des milieux aristocratiques, mais d'autres aussi, j'allais dire parfois, échouaient dans des familles auprès desquelles la vie était extrêmement difficile, et elles avaient un rôle un peu ambigu entre, en même temps, une mission intellectuelle, pédagogique,
elles avaient aussi une difficulté à se réintégrer, à retrouver une place. C'est intéressant parce que ces trois thèmes, on va dire, ces trois motifs qui poussent des gens à partir, enfin, à ne pas rester, c'est peut-être aussi l'histoire de cette expérience de voyage qu'Anne-Marie Schwarzenbach et Ella Maillard vivent. Ce type de voyage rassemble presque ces trois dimensions dont vous nous parlez, ou pas vraiment. Alors, je pense que oui, et ce que j'ai beaucoup apprécié dans le spectacle, c'est finalement que Ella Maillard et Anne-Marie Schwarzenbach sont presque délestées de leur arrière-plan sociologique, parce qu'elles deviennent presque abstraites, elles deviennent un peu des figures de théâtre également. Et moi j'avais très peur quand j'ai vu l'intitulé du spectacle, je me suis dit aïe aïe aïe, est-ce que Schwarzenbach va être présentée un peu comme cette fille issue d'une famille richissime, industrielle, suisse, etc. Et tout ça disparaît. Bon, on le capte de manière indirecte avec l'achat de la voiture, etc. Mais finalement, tout se joue ailleurs. Et cet accent, ce regard qui est mis sur cette problématique m'a semblé vraiment central dans la mise en scène. J'étais un petit peu hésitante quand vous m'avez posé la question, mais oui, elle est devenue d'autant plus, surtout son mentor après, quand elle est restée, quand Ella Maillard est restée en Inde et qu'elle s'est, dans son ashram, elle a reçu les leçons d'un gourou indien, et qu'elle lui dispensait par écrit les leçons qu'elle apprenait sur comment s'insérer dans la vie, comment penser la vie, etc. Et Anne-Marie suit très précisément le moi, le ça, etc. Le moi rapport au monde, le rapport avec soi-même. Là, c'est clair que Anne-Marie essaie de suivre très précisément Ella Maillard dans sa démarche philosophique. Fanny, ça me semble intéressant de cet ancrage un peu local qu'on vient d'entendre par rapport à ce que Sylviane Musi parlait de cette expo. Est-ce que vous retrouvez en fait ces trois types de démarches? Ça me semble intéressant. Il y a la démarche intellectuelle, il y a dans ce voyage de Ella Maillard vers Kaboul. Il y a un chercheur français dont je dis le nom parce que moi, les noms, je me sens seule. Qui parle de trois anthologies du voyage. Il y a le fait de partir pour l'expérience de la découverte, l'excitation de découvrir quelque chose de nouveau. Ça, c'est une des anthologies du voyage. La deuxième, ce serait le fait de partir pour fuir. Et la troisième, ce serait le plaisir d'être en mouvement. Quand on connaît bien ça, nous qui prenons beaucoup le train, quand on prend les trains, on se laisse porter. Et j'ai l'impression que ces trois anthologies se retrouvent dans ce voyage pour les deux. À chaque moment, il y a des fois c'est la fuite qui domine, des fois c'est le plaisir de la découverte. Et la mise en scène le montrait bien. Et puis j'avais envie de. C'est Nicolas Bouvier qui disait que les Suisses sont des voyageurs dans l'âme, des pèlerins. Donc il y a quelque chose qui justement, ça peut toucher, c'est pas seulement de grandes figures connues et publiques, on peut tous se retrouver là-dedans. Et puis j'avais envie de rebondir un tout petit peu sur la notion du texte, dont on parlait avant. Ella Maillard, évidemment, écrit en anglais. Elle écrit après le décès d'Anne-Marie. Elle écrit en anglais et pour un public qui a des autres attentes. Et comme vous disiez, voilà, très bon, très justement. Et donc du coup, il y a une certaine ambiguïté. Et en plus, c'est une figure très pudique. Ella Maillard, elle parle très peu. C'est pas quelqu'un qui aime parler d'elle. Donc elle prendra le miroir, elle renvoie à qu'est-ce qu'elle a vu, l'appareil du photographe, dans sa manière d'écrire. On voit des tableaux, c'est très clair. Mais en même temps, le caractère d'Anne-Marie, cette relation l'a énormément marqué. C'est un livre de commande, la voix criminelle, mais c'est pas un livre ambigu parce qu'elle a beaucoup d'histoires à raconter dans une seule. Donc, si je vous comprends bien, à l'intérieur de cette expérience du voyage, il y a aussi un peu ce côté, cette dimension, on va dire, technique, comment les deux personnalités, les deux voyageuses, se positionnent face à leur voyage. Il y a certes le voyage intérieur,
mais il y a surtout la manière dont elles vont raconter ce voyage. Ella Maillard avec beaucoup de distance, parce qu'elle l'a écrit beaucoup plus tard, et puis Anne-Marie Schwarzenbach, Micheline sans livre, très très rapidement dans l'urgence de l'écriture. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle avait eu des contrats, c'était des articles presque journalistiques. Certes, c'était une historienne, mais c'était écriture rapide, au contact avec l'actualité, ce qu'elle vivait là-bas, sur place. Mais c'est comme une sorte de journal. Elle écrit ses articles comme on écrit un journal quand on voyage. Elle écrit, je ne sais pas si elle les a tous écrits, ça Madame Miamon peut me le dire, si elle les a tous écrits directement. Moi j'ai l'impression, d'après le choix d'articles que vous avez dans le livre, qu'elle les a écrits à partir du mois d'août, au fond, depuis le moment où elle était à Kaboul. J'ai l'impression que ça devait être même si chacune de ces dames avait pris leur machine à écrire, elle est bien représentée dans la pièce. Elle est juste là derrière, c'est bien bien dans ça. ça. Ça ne devait pas être évident de retrouver tout ce qu'il fallait pour écrire, mais enfin bon, c'était encore un petit problème. Elle a même écrit des articles pour une revue automobile, n'est-ce pas? D'accord, survivre dans les collines d'Afghanistan. Alors, elle écrit ces articles, moi je pense qu'elle les a écrits, en tout cas ceux que j'ai relus récemment, en étant arrivée à Kaboul, elles sont enfin posées. Donc elle a le temps d'écrire, elle les envoie très rapidement, ils sont publiés dans les revues allemandes, juifs alémanites surtout. Donc c'est quelque chose qu'elle a écrit, sinon dans l'urgence, mais en même temps à tête reposée. Elle a probablement pris des notes en cours de route, mais disons, elle a le temps de réfléchir et chacun de ces textes va bien au-delà de la description du voyage, mais également d'une réflexion sur ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu, ce qu'elle a vécu. Tandis que, comme on l'a dit, eh bien, Ella Maillard écrit son livre bien après la mort de Christina, enfin d'Anne-Marie Schwarzenbach, qui est décédée en 1942, alors qu'Ella Maillard l'écrit en 1947. Après avoir encore eu son expérience de l'Inde, donc il y a encore une dimension différente, je pense qu'il se superpose sur le récit du voyage. Dominique, une réaction par rapport à ça. Par rapport à cette urgence et par rapport au fait, comme disait Micheline sans livre, de décrire ça à tête reposée, finalement. Oui. C'est important pour parce que écrire, il faut être peut-être reposé. Oui. Dire, elle n'avait pas compris écrire, et puis elle était dans un no man's land, il y avait pas de temps. Parce que, bon, j'ai utilisé le mot de désert, vous avez remplacé le mot de désert très justement. Je voulais dire dans un univers, dans un espace désertique, hein, plutôt désertique où il y a un grand monde. Comment? Déserté. Déserté, oui, désertique où il n'y a vraiment pas grand-chose. Peut-être de temps en temps, on tombe dans un village, il y a quelques propellés défendus, mais bon, c'est pas ce que j'appelle la soupe, pas plus. Donc ils étaient très doués. Mais effectivement, elle écrit des articles de 9 ans entre fin août, début septembre, Sur le bateau. Comment? Sur le bateau aussi, elle colle, au retour, sur le bateau. Sur le bateau. Mais sur le bateau, c'est plutôt les 40 colonnes du souvenir, justement. C'est expliquer 40 colonnes du souvenir, c'est des textes complètement différents, qui n'ont rien à voir avec des textes informés, comme je disais, sur le plan géographique, politique, etc. Je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié. Donc, je suis familier peut-être. Oui, allez-y. Justement, en comparant les écritures, elle écrit des articles techniques, mais il y a aussi beaucoup de lyrisme. Et le passage choisi voilà, résume bien. On résume tout un voyage en quelques pages. Et donc, elle fait des choix aussi. Et dans les 40 colonnes du souvenir. c'est des pattes, justement. Mais dans le. Il est aussi publié dans Où elle a fait des projections. Il est dans les deux. Oui, c'est un ouvrage de Anne Schwarzenbach. Oui. Dans ce recueil de La Terre des promesses, Ella Maillard apparaît peut-être une ou deux fois. Alors que dans le livre La Voix cruelle, c'est sur Christina. C'est là-dessus que je voulais rebondir. C'est que Ella Maillard, vous disiez, le livre a déçu le public anglais qui s'attendait à un texte narratif, de reportage, etc. Mais il l'a pris au français parce que justement, il y avait ça. Oui, mais justement, je trouve que ce livre est particulièrement beau par rapport aux autres livres d'Ella Maillard, pour moi en tout cas, que chacun a son opinion, parce que justement, elle le dit d'ailleurs, et vous, en disant que vous faites très bien
l'a pris dès le départ, la réalité objective ne la captive plus. Justement, elle part comme d'habitude, soi-disant, mais justement, elle est dans un contexte avec la présence de Marie, où tout d'un coup, la réalité objective ne l'intéresse plus. Par contre, sa compagne, les problèmes, le mouvement intérieur de sa compagne, lui semble, c'est complètement nouveau pour elle. Elle ne comprenait pas, elle découvre la souffrance d'un être humain à côté d'elle, et ça, elle se comprend que, eh bien, on voit le monde à travers, chaque individu voit le monde à travers son univers intérieur. On l'interprète, ça peut sembler une évidence, mais la Maillard semble le découvrir. À ce moment-là, tout d'un coup, elle voyait le monde toujours avec ses propres yeux, elle le voit tout d'un coup différemment, parce qu'il y a cette souffrance qu'elle peut voir. Nous avons lancé plusieurs pistes de réflexion pour tenter de répondre d'une manière ou d'une autre, en sachant qu'il n'y a pas d'une seule réponse, hein, de rester partir. Mais après ces échanges que nous avons eu, peut-être un dernier tour de table, on va dire, même si on n'a pas la table, on imagine, hein, on est dans un monde imaginaire aussi, avant de vous donner aussi la possibilité de poser quelques questions, peut-être juste quelques mots, un mot de la fin pour, quand on sait que partir peut représenter une quête antérieure, une quête de sens, ça peut être une expérience ou être ou ne pas être dans le voyage forcément. Anne Bison peut-être vous justement une tentative de réponse en conclusion pour comment faire quand on devient plus ou moins incompatible avec le monde que l'on vit, le monde qui nous entoure. Et si on part, puisque c'est le cas des deux protagonistes, si on part comment et on part pourquoi au fond. Pour comprendre, j'ai l'impression que le verbe comprendre est très important aussi pour les deux. Elles le disent d'ailleurs au départ, hein, elles partent de ce puits où elles se cherchent, mais il y a derrière elles cette Europe désastreuse, désespérante. Et elles disent on part pour mieux comprendre. C'est aussi pour prendre aussi peut-être une distance sur l'humanité qu'elle quitte, cette Europe qui retourne dans la guerre, parce que c'est très important de se rappeler que l'une est née en 1905 et l'autre en 3 et 8. Voilà, donc au fond, la première guerre, elles sont jeunes, elles captent aussi tout ce désespoir de la première guerre, et hop, voilà, elles arrivent à la trentaine, ça recommence. Quoi. Donc il y a aussi cette comme ça, je pense qu'on comprend pourquoi ça c'est si grave, c'est différent. Ça l'est déjà, mais je veux dire, ça a l'impression quelque chose qui recommence. Quoi. Et c'est comment faire, qu'est-ce qu'on doit comprendre dans notre civilisation, dans notre société, qui ne va pas, pour ne pas recommencer, pour essayer d'aller ailleurs. Donc, voilà. Et voilà, donc je veux dire que le mot comprendre est très important, et puis l'idée de prendre à la fois du recul sur le pays qu'elle quitte, sur le continent qu'elle quitte, mais évidemment aussi sur elles et sur leur pensée, leur mode de pensée. C'est aussi ça qu'elle essaie de transmettre. Et Sylvia Musique peut-être aussi une réponse par rapport à ça, puisque grâce à vous, nous avons eu cette incursion de la vie ordinaire, hein, vu que nous sommes dans un récit de deux femmes extraordinaires, avec un voyage imaginé et imaginaire, mais partir pourquoi, comment? Alors moi je dirais qu'il y a un problème aussi d'une construction ou d'une reconstruction d'une identité, et que finalement je vais m'écarter un peu de la thématique qui est la nôtre, parce que finalement, paradoxalement, mon rôle est je vous descends quand vous parlons de l'achèvement, alors que d'habitude c'est l'inverse. Pas du tout. Si on réfléchit dans la dernière salle du parcours permanent du musée, on a une salle qui s'interroge sur l'identité chaudefonnière. Et on se rend compte qu'on a affiché sur les murs, sous forme d'une sorte de papier peint, la liste de tous les noms des personnes qui habitaient la Chaux-de-Fonds en février 2014, au moment où on a finalisé la muséographie. Et ces noms sont classés par ordre d'importance décroissante. Et on retrouve dans les effectifs les plus nombreux toutes les vieilles familles des montagnes, les Dubois, les Jeanneret, les Perret. Et ce qui est assez drôle, c'est que c'est des gens qui, aujourd'hui, on dit « Ah oui, c'est des chaudefonniers ». Eh bien non, la Chaux-de-Fonds était un territoire vide à l'est du Locle et de la Sagne, et c'est des gens qui sont venus et du Locle et de la Sagne parce qu'il y avait besoin de terres supplémentaires à cultiver, et donc qui
il a fallu migrer, pas très loin. Et puis après, on distingue vraiment toutes les phases de la migration, avec tout d'abord au 19e et au début du 20e, des personnes qui viennent des pays proches de nous. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance dans le 20e et le début du 21e siècle, tout d'un coup, le zoom s'élargit de manière considérable. Et là, comme tous les permis de résidence sont pris en compte, on voit une énorme quantité de personnes qui sont représentées par 2, 3 ou même une seule. Et je crois que ça crée aussi un élément identitaire. Des personnes qui sont récemment arrivées à La Chaux-de-Fonds entrent dans le musée de la ville et ils se retrouvent sur les murs. Et on a assisté à quelques scènes, à quelques dialogues très émouvants, parce que les gens disaient oui, mais je suis arrivée à tel moment, non, mais je ne dois pas être concernée. Et puis on prenait le temps un petit peu de regarder plus en détail, et tout à coup, on voyait ces personnes apparaître, et ça créait un sentiment aussi, peut-être déjà de fierté. C'est une première étape aussi. Alors, c'est peut-être une situation très différente pour nos deux voyageuses, parce qu'il n'y avait pas de volonté de s'intégrer sur le long terme dans les communautés où elles ont vécu, tandis que pour les migrants auxquels nous faisons référence, oui, il peut y avoir la volonté de s'intégrer pour une période plus ou moins longue. Et chez les livre, partir comment? Il y a justement, on vient d'entendre cette dimension identitaire. Hein. Est-ce que vous ressentez aussi cette quête d'identité? Je suis souvent partie, je suis souvent revenue, j'ai souvent hésité à revenir d'ailleurs aussi. J'ai même beaucoup plus proche quitté le canton de Vaud pour le canton de Neuchâtel, il y a déjà un certain nombre d'années. Donc c'est aussi, il faut aussi, sans changer de retourner. J'ai hésité à retourner dans le canton de Vaud et je suis partie, mais je suis restée à Neuchâtel. Mais en fait, disons, dans les autres voyages que j'ai faits, je n'avais naturellement pas du tout les raisons de partir en Iran ou en Afghanistan qu'avaient Ella Maillard et Anne-Marie Schwarzenbach. Mais j'ai toujours trouvé qu'il y avait une grande différence entre la curiosité que les gens avaient sur place quand je partais dans leur pays et celle très moindre quand je revenais. Et donc parfois j'ai presque regretté de revenir. Le même regret qui a son livre. Je voulais juste faire une petite citation d'Ella Maillard. Allez-y. Ella Maillard qui a prononcé cette phrase, qui n'est d'ailleurs pas d'elle, lors d'une conférence qu'elle a donnée à Genève en 1947 pour montrer les premières ébauches de son film. On ne saurait aller trop loin, chercher le désir de rentrer chez soi. Je trouve intéressant après notre débat. Maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est que je reviens au point central qui figure dans la pièce bilingue qui est au cœur du livre d'Ella Maillard, c'est qu'au fond, il y a un choix qui se pose parfois à nous, dans certaines circonstances. C'est pas seulement rester ou partir, c'est rester pourquoi et partir pourquoi. Anne-Marie Schwarzenbach était une militante antifasciste active, et pour elle, il était important de lutter contre l'emprise du nazisme. Et donc partir, c'était pour elle, elle a tenté de le faire sans nécessairement beaucoup de succès, et donc c'était pour elle de rentrer pour aider à lutter, à soulager tant qu'elle pouvait, ou à dénoncer les horreurs de la guerre et les horreurs du nazisme. La réponse d'Ella Maillard est tout à fait différente, et tout aussi digne d'estime. Elle dit, j'ai vécu dans mon enfance la Première Guerre mondiale, je n'ai pas grand-chose à faire en Europe, ce n'est pas mes efforts qui pourront adoucir les souffrances que subissent les populations victimes de la guerre. L'essentiel, c'est retrouver mon espace intérieur. Je reste. Voilà ce qui me semble un des points centraux, du moins ce qui m'a beaucoup touché, et dans le livre et dans la pièce. Je me permets de répondre à votre citation quand vous venez de dire d'Ella Maillard. J'ai pris votre livre, il y a Anne-Marie Schwarzenbach qui parle en fait de cette idée de partir. Elle dit, une fois accepté le fait de la vie à remplir, sans honte, sans pitié de soi-même, il faut trouver les conditions, il faut les suivre avec courage. Non, je n'ai pas peur, mais j'aurais horriblement peur de rester ici en attendant.
Donc il y a aussi cette idée de partir pour ne pas se retrouver dans une dynamique d'attente. S'engager. Est-ce que c'était le cas d'Anne-Marie Schwarz-Bach? On dit que c'était une femme engagée, je sais, mais c'était aussi un peu son hantise. Elle souffrait du fait qu'elle n'était pas beaucoup plus impliquée, faire quelque chose de beaucoup plus concret. Donc Chacun pouvait faire ce qu'il faisait ce qu'il pouvait. En l'occurrence, elle a essayé de rejoindre les forces françaises libres au Congo. Donc, c'était une façon de. Elle a échoué dans cette tentative, puisqu'elle a été prise pour une espionne et on n'a pas voulu lui donner de fonction de ce qu'elle cherchait. Ça a été pour elle une grande déception. Mais voilà, elle soutenait aussi son mari qui était à Tétouan, qui était à l'époque consul de France à Tétouan, qui lui, justement, était dans une position extrêmement délicate en tant qu'ambassadeur de France au régime de Vichy, qui est passé du côté de Giraud, c'est ça? Bon, enfin, bref, elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Elle est allée aussi à New York, elle a rejoint les MAN, elle a essayé de travailler pour le Rescue Committee, mais c'était pas vraiment, elle n'avait pas de véritable capacité à s'engager sur le plan administratif. N'empêche qu'elle soutenait de ces articles la cause antifasciste. Fanny, peut-être juste pour répondre aussi à cette question, partir comment, pourquoi? Il y a une image très forte du livre de la mère qui n'est pas dans la classe, qui je pense permettra de le lire avec les livres. Au début, elle est à Paris, elle est en train de faire son shopping pour préparer un voyage comme ça, il faut une carte, elle est en train de faire son shopping et elle traverse les Champs-Élysées et elle a une vision de Paris en flammes. On est en 1939, elle a une vision de Paris en flammes et du coup, il faut suivre. On est vraiment à un moment, ce contexte très particulier juste avant la guerre où les tensions sont énormes, on parle déjà de ce qui se passe en Allemagne, c'est présent. Et elle a cette vision-là, Paris en flammes, une ville qu'elle aime, une ville où elle a passé beaucoup de temps, et en train de préparer son voyage. Oui, mais en même temps, elle dit à Anne-Marie Schwarz-Bach, pourquoi rentres-tu, pourquoi sauter dans une maison en flammes? Oui, justement, autant fuir le feu. Exactement. Ce qui ne veut pas dire qu'émotionnellement, c'est pas difficile. Bien sûr. Laisser sa mère en Suisse, ne pas savoir avoir des communications qui sont pas régulières, c'est pas un choix facile non plus. Merci beaucoup pour vos interventions, pour votre participation. Merci infiniment à Anne pour l'accueil ici, d'avoir organisé cette rencontre, cette possibilité d'échange, cette liberté totale dans l'échange par rapport à votre pièce, et non seulement par rapport à la pièce, mais aussi par rapport à ce thème que vous avez développé. Merci surtout à vous d'être venu et d'avoir posé des questions, et d'être intervenu et d'avoir participé. Peut-être le dernier mot, Anne. Merci à Ilona Koué-Cosma, excellente médiatrice de cette table ronde. Je voudrais aussi saluer les élèves de l'Université de Châtel et leur professeur Nathalie Dumamin qui sont ici aujourd'hui, en fait partie, et qui suivent les belles complications dans le cadre d'un séminaire. Donc voilà, je salue leur présence. On était un peu assez discrets aujourd'hui, mais on saura sans doute retrouver le fruit de leurs travaux prochainement. Merci beaucoup. Et puis tout à l'heure, donc le spectacle, bien sûr, Zils Kaboul, pour celles et ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de découvrir cette pièce. Merci beaucoup.